Je n'ai aucun droit sur la chanson, sur la musique qui passe. Aucun droit. Je n'ai aucun droit sur la musique, sur la chanson qui passe. Je demande au traducteur de venir traduire cette chanson. On me l'avait déjà traduit. J'ai oublié la traduction, mais cette chanson, je n'ai aucun droit sur la chanson, sur la musique, mais quelqu'un me l'avait déjà traduit au temps où notre sœur Maïleba vivait. Je faisais beaucoup de directs. Excusez-moi. Quelqu'un l'avait déjà traduit en disant que cette chanson disait, je crois que c'est quelqu'un qui est parti à l'aventure, qui a quitté son village, j'espère. Hein. J'espère que c'est la bonne chanson, parce qu'il y a tellement de chansons que j'aime. Et que la personne est partie, on a des militaires là, les chars, les trucs qui sont en train de faire des démonstrations d'avions aujourd'hui dans ma ville là. Donc vous allez entendre peut-être des bruits bizarres, mais c'est pas la guerre. Ne vous inquiétez pas. Ils sont en train de faire des démonstrations, tout ça là. Ça sonne. Toute ma petite famille est partie regarder ça. Je suis le seul à la maison, comme c'est samedi. Et je voulais faire un petit direct pour un sujet très important. Alors, je disais que cette chanson que vous entendez là, quelqu'un me l'avait traduit une fois. Alors, ceux qui connaissent vraiment, ils vont nous fatiguer. Hein. Ceux qui connaissent vraiment la vraie traduction, je leur demande de venir traduire. Apparemment, la chanson veut dire que c'était quelqu'un qui était parti à l'aventure, qui croyait que c'était mieux à l'aventure et qui se rend compte que c'était mieux son village. Il s'est rendu compte que c'était mieux qu'il reste dans son petit village. Il dit c'est trop difficile. Aïe, aïe, aïe. Avec ça, il y a des gens qui veulent faire la guerre. Excusez-moi, je vais fermer mes volets. Ah, je ne supporte pas ce genre de bruit. Avec ça, il y a des gens qui veulent faire la guerre. Il y a démonstration d'avions seulement. Il y a comment ça résonne dans l'oreille des gens. Oh my God. Oh my God. C'est pas possible. C'est là où on fait la guerre, là. C'est comment alors? En Ukraine. C'est là que tu entends. Ah! Malgré qu'il ait fermé les volets, on entend encore. Hein, mais c'est pas possible. Bon, on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas faire autrement. Regardez, dans le ciel, là, c'est bon, ils sont en train de faire des démonstrations. Les pilotes, là, sont en train de faire des démonstrations avec les avions. Flou. Ils font des... Je sais pas, c'est des entraînements. Et là, c'est chaud, hein. On entend le bruit à la maison comme si on était au dehors. Moi, je ne suis pas sorti. Moi, ce genre de choses-là, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis resté à la maison. Et à la famille et les enfants, tout le monde, ils sont allés regarder pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, j'aime rester dans mon coin. Faut pas avion va manquer sa trajectoire et puis ça va tomber sur ma tête. Donc, bonjour tout le monde. Je reviens sur la chanson parce que je vais la remettre. Alors, et dans cette chanson que je mets, je n'ai aucun droit d'auteur. Apparemment, dans cette chanson, celui qui a chanté est en train de dire, en fait, il raconte l'histoire de quelqu'un qui allait à l'aventure et qui croyait qu'en allant à l'aventure, sa vie sera meilleure. Et apparemment, cette personne qui est partie à l'aventure était en train de souffrir et se rendait compte que l'aventure n'était pas ce qu'il avait pensé. Et du coup, il chantait pour dire qu'il allait retourner chez lui. J'espère que je suis la bonne chanson parce que j'ai tellement de chansons anciennes que j'aime. Que Dieu vous bénisse, partagez le direct, mettez des cœurs. Nous allons parler d'un sujet très important ici. Je voulais d'avance vous annoncer quelque chose. Vous savez, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu.
Et la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. J'ai pris un temps pour... pour défendre beaucoup de causes. J'ai même été souvent ignorant. J'ai défendu des personnes donc, qui ne méritaient pas d'être défendues. J'ai crié pour des personnes qui ne méritaient pas pour qu'on crie pour elles. J'ai attaqué aussi des personnes sans les connaître. Et je ne regrette rien du tout. Parce que j'ai tout fait avec ma conscience. Mais en toute chose, il faut savoir qu'il y a un départ pour atteindre un but aussi. Aujourd'hui, je me vois plus dans un autre cadre. Le cadre de ne plus trop parler parce que tu as déjà tout dit et de penser à ceux qui souffrent et trouver la solution. Au lieu de parler beaucoup, comment je peux les aider? Voilà. Dans ma tête, ce que je pense maintenant, c'est au lieu de t'asseoir pour attaquer, insulter, injurier, crier, tu as fait ça, ça n'a pas changé trop de choses. Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Comment tu peux aider les gens? Donc aujourd'hui, c'est comment je peux aider les gens. C'est ça qui m'intéresse. Comment je peux aider les gens. Donc, si vous voyez certains de mes directs qui sollicitent des aides pour certaines personnes, ce n'est pas parce que j'ai décidé de ne plus parler, ce n'est pas parce que je ne peux plus ouvrir ma bouche. Je continuerai à ouvrir ma bouche quand quelque chose ne va pas. Mais je prends un exemple. En ce qui se passe, par exemple, au Burkina actuellement, sincèrement, comme je ne fais pas de politique et que je n'appartiens à aucun parti politique et que je ne suis pas burkinabé, je ne me vois pas en train de m'asseoir pour chanter et parler du Burkina comme si j'étais burkinabé, comme si je savais comment les choses se passent et comment les choses se sont passées. Ça serait vraiment bête de ma part. Ça serait simplement quelqu'un qui est en train de raconter sa vie. Je ne peux pas aller m'asseoir pour parler de la Guinée aujourd'hui comme si j'étais guinéen. Je ne peux pas aller m'asseoir parler du Mali comme si j'étais malien. Oh, vraiment, hein? Je ne peux pas aller m'asseoir dans un pays, parler pour un pays comme si j'étais de ce pays. Mais je peux aider un Malien. Je peux aider un Guinéen. Je peux aider un Togolais. Je peux aider un Béninois. Je peux aider un Sénégalais. Ça, je peux le faire. Je peux le faire. Parce que mon cœur me dit d'aider les gens. Et c'est d'ailleurs pour cet amour-là que je suis dans ces combats, que j'ai pris des injures, des gifles et tout ce qu'il faut. Bref, donc en ce moment, je donne un peu de mon temps. Quand il y a des sujets qui me touchent, je donne un peu de mon temps pour présenter ces sujets-là et pour profiter pour aider les gens. On a beaucoup de frères qui souffrent dans le monde entier. C'est pour eux que je suis là aujourd'hui. Je vous demande de mettre des cœurs, de partager ce direct. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire qui va vraiment vous toucher. Et cette histoire va interpeller beaucoup d'Africains. Je voudrais d'abord qu'on écoute cette chanson que j'aime beaucoup pour ceux qui veulent à tout prix aller à l'aventure. La plupart de ceux qui vont à l'aventure, souvent c'est parce que dans leur pays où ils vivent, ils n'ont pas le choix. Ils se disent, il n'y a rien pour moi, il n'y a plus rien pour moi. Ils ont perdu tout ce qu'il fallait ou ils n'ont pas de solution. Ils se disent qu'ailleurs, ça va être agréable pour eux. Et puis il y a certains qui se lèvent par hasard, qui disent, bon, peut-être que c'est mieux ailleurs ou de là, je vais passer là pour arriver à atteindre tel but. Mais il y a beaucoup de pièges. Et il y a des gens qui souffrent dans le silence. On a des frères qui meurent. On a des frères qui sont esclaves dans certains pays. On a des frères, des sœurs qui sont séquestrés. On a des sœurs qui sont violées. On a des gens qui meurent. Les parents ne les voient plus jamais. Ils se disent, oui, il est parti à l'aventure. Ils pensent qu'il est heureux alors qu'il est en train de mourir, de souffrir quelque part. Et c'est au nom de toutes ces personnes-là que je veux faire ce direct aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Écoutons la chanson. Voilà. Je n'ai aucun droit sur cette chanson.
Cette chanson a été chantée par le groupe Delta, Delta Sapio. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a un frère qui me pose une très bonne question. Pourquoi tu n'as pas mis le truc pour qu'on puisse t'envoyer des étoiles? Mon frère Christian, vraiment, pour le moment là, si vous voulez m'envoyer des étoiles, envoyez-moi juste un peu de Western Union, de MoneyGram, de soutien, parce que ma page a été tellement attaquée qu'elle n'est pas monétisée. Voilà, j'avais une page où il y avait beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. On m'a piraté cette page. Donc j'ai ouvert celle-là, ça vaut même pas peut-être 9 mois ou 8 mois, je sais plus. Je vais voir la date exacte. Et elle n'est pas monétisée. Ils ont accepté qu'elle peut être monétisée, mais pour le moment, elle n'est pas monétisée. Alors, je ne sais pas, ceux qui connaissent en informatique, qui peuvent m'aider, ceux qui connaissent sur Facebook, qui peuvent m'aider à monétiser la page, peut-être peuvent m'aider. Mais par contre, je ne fais plus confiance à n'importe qui parce que je ne peux pas donner mes coordonnées de Facebook, quoi que ce soit, à qui que ce soit pour monétiser ma page. Ma page a été déjà piratée par quelqu'un qui est venu, qui a voulu faire de la publicité sur ma page, qui me faisait savoir qu'il allait faire évoluer ma page, alors que la personne a vu que j'avais beaucoup d'abonnés. Et donc, ils ont piraté la page. Il a supprimé tous les administrateurs. Je ne peux plus rentrer sur cette page. Il fait que des publicités bizarres. Et je pense qu'il se fait de l'argent avec ma page. Donc, du coup, j'ai créé une autre page qui est celle-là. Et comme elle n'est pas monétisée, vous ne pouvez pas peut-être mettre des étoiles. Mais celui qui connaît vraiment dans ce système peut m'aider à monétiser cette page. Mais je vais ouvrir bientôt encore une autre page qui aura un autre nom. Ça sera dans le but social. Voilà. Donc, celui qui veut vraiment me soutenir, comme tu l'as écrit, il s'agit de juste m'envoyer peut-être un Western Union, un MoneyGram ou quoi, parce que quand vous envoyez les étoiles, apparemment c'est de l'argent que vous envoyez aux gens. Donc pour le moment, la page n'est pas monétisée. Ouais, excusez-moi d'avoir été la musique, c'était juste pour aider, pour répondre à ce frère. Voilà. Wow, Sanyo. Wow, Sanyo. Wow, Sanyo. Alors, on va arrêter la musique pour ne pas trop perdre le temps de tout le monde. Je mettrai la suite de la musique vers la fin. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je mettrai la suite parce que la vidéo qu'on va suivre aujourd'hui est très longue. C'est une vidéo qui a été faite par la RTI. La RTI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la télévision ivoirienne. Alors, je suis tombé sur cette vidéo aujourd'hui quand je me suis réveillé. Souvent, il arrive que Dieu t'envoie des messages. Je suis tombé sur cette vidéo, personne ne me l'a envoyé, ça circule. D'ailleurs, si vous voyez, regardez, vous allez voir, c'est marqué ici, suivre. Ça veut dire que je ne suis pas, ceux qui ont partagé cette vidéo, je ne les suis pas, je ne suis pas parmi leurs amis. Mais je vais faire quelque chose, je vais suivre, parce que ça fait 2 fois. Je pense qu'il y avait une vidéo où il y avait l'histoire que j'ai expliquée, et puis M. Souleymane Touré est allé aider ce monsieur qui vendait des galettes. Donc, je pense que cette partie-là de la RTI où ils font du social, ça me concerne vraiment. Je remercie ceux qui font ce genre de reportage. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, parce que c'est à travers vous qu'on arrive à savoir la souffrance de certaines personnes. Devant tout le monde entier, je vais cliquer suivre. Voilà. Je vais suivre à partir d'aujourd'hui. Je peux suivre vos vidéos. Voilà, je me suis abonné à votre page. Je mets j'aime.
Voilà, c'est fait, c'est parti. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites, je peux voir. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous expliquer une histoire sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de crier pour le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, ceci, cela. C'est vrai, ça nous touche, c'est l'Afrique. Mais il y a beaucoup d'histoires aussi dont on n'en parle pas. Après la guerre, il y a ceux qui souffrent à cause de la guerre. Et quand on parle de développement d'un pays, il y a aussi ceux qui souffrent à cause du développement. Dans un pays et dans le monde, il y a toujours des heureux et il y a toujours des malheureux. Et il faut toujours qu'il y ait une voix qui rappelle aux gens qu'il y a des malheureux. Parce que ceux qui sont heureux ont tendance à croire souvent que il n'y a que le bonheur partout. Mais il faut que quelqu'un vienne leur dire et leur montrer de temps en temps qu'attention, vous êtes heureux, mais de l'autre côté, il y a des malheureux. Aujourd'hui, on ne peut pas se mentir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, de Sénégalais, de Maliens, de Burkinabés, de Togolais, de Béninois, des gens de toutes sortes qui quittent leur pays et qui se disent « je vais aller ailleurs pour me chercher ». Nous avons des frères qui sont au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Koweït, au Liban, qui sont là-bas parce qu'ils se sont dit « je vais aller me chercher pour avoir un peu d'argent pour aider mes frères et sœurs, ma famille ». Ou de là-bas, peut-être que je vais aller un jour en Europe et les choses vont bien se passer. Certains sont devenus esclaves. Certains sont violés. Beaucoup souffrent. Mais par quel moyen est-ce qu'ils vont... et par quel moyen ils vont faire entendre leur souffrance? Dieu merci. De temps en temps, nous avons des échos. Et dans cette vidéo que je vais montrer tout à l'heure, je remercie beaucoup la chaîne de télé, la RTI Info, qui a fait cette vidéo. Je remercie aussi d'avance l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Koweït. Parce que dans cette vidéo, j'ai su qu'ils sont venus au secours d'une personne qui les a interpellés. Je remercie tous ceux qui ont aidé cette personne. Et puis, j'ai vu dans cette vidéo qu'en réalité, les Africains sont soudés. En réalité, les Africains sont soudés. C'est la politique qui cherche deux fois à nous diviser. C'est la politique qui cherche à nous diviser. Sinon, en réalité, les Africains sont soudés. Et mon frère Balo, voilà l'un de mes frères. Balo, il faut qu'on se voie. Hein. J'ai besoin de parler avec toi. Mon frère Balo. Ah, ça, c'est l'un de mes frères, ça. Il est sur mon direct. C'est un frère du RHDP là, aux États-Unis. Il a été l'une des personnes qui m'a jamais insulté, qui a supporté mes caprices et mes défauts et qui a toujours été là. Il me dit ses vérités, mais calmement, tranquillement. Et je l'ai pris comme un frère. Et quand je le vois sur mon direct comme ça, je suis heureux parce que voici le genre de personnes qui prouvent qu'on n'est que des frères. Donc ce matin, je vais vous relater une histoire. Chez vous à la maison, asseyez-vous bien. Vous mangez bien, vos enfants mangent bien, ils sont scolarisés. Vous voyez le pays dans lequel vous êtes en Afrique peut-être se développer. Vous voyez les goudrons, l'électricité, tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et ces personnes qui souffrent là cherchent des solutions et souvent n'ont pas de bonnes solutions. Et il y a des Africains qui vendent leurs frères africains pour de l'argent actuellement. En cela, on ne peut pas en vouloir au gouvernement. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire à quelqu'un « va te jeter dans la mer ». Mais la personne qui va se jeter dans la mer en veut au gouvernement en disant « oui, je suis là, ils ne font rien pour moi ». Donc lui, il se lève et puis il dit « je vais chercher ma solution ailleurs ». Mais heureusement que à un certain moment, il y a certaines personnes qui prennent des décisions pour aider les gens. Et je vais raconter l'histoire de ce jeune homme, ça m'a beaucoup touché. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons. Donc de temps en temps dans la vidéo, je vais arrêter la vidéo pour parler.
Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Mettez beaucoup de cœur. Partagez. On doit s'entraider les uns les autres. Pendant que nous sommes là, on a des frères qui souffrent dans le monde entier. Si on ne s'associe pas, on ne s'entraide pas, ce n'est pas bon. C'est très important de le faire. Et moi, c'est le combat que j'aime. C'est le combat que je fais. Peut-être que au début, peut-être je l'ai mal mené ce combat. Parce que certaines personnes ont cru que c'est la politique que je veux faire la politique. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, Dieu est en train de m'aiguiser et de m'apprendre des choses pour que je mène le vrai combat réellement pour lequel je suis né, aider les autres, les pauvres, les orphelins, les misérables, les malheureux. C'est ma vie et c'est ma vision. Voilà, écoutez. Économique. Comment il a vécu? Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Excusez-moi. Il s'appelle Hervé Ndri. Il a été vendu comme esclave à 800 000 francs CFA au Koweït. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il a vécu? Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Alors dites-nous, Hervé, pourquoi êtes-vous parti à l'aventure? Je suis allé en aventure pour des raisons économiques. Il faut dire qu'avant que je ne parte, je travaillais. J'étais directeur d'une société coopérative qu'on appelle Skopka Koupabin, dans le département de Saint-Fra, plus précisément à Konofla. Avant même que je ne commence à travailler sur la coopérative. Écoutez très bien. Ce frère précise que avant qu'il aille en aventure, il travaillait. Il avait une situation stable. Bon, il ne nous explique pas comment la situation a changé. Il ne nous explique pas pourquoi un jour, il n'avait plus rien et qu'il s'est décidé d'aller à l'aventure. Donc, on va continuer à suivre. Je vous arrête de temps en temps la vidéo pour vous donner mon point de vue. Merci. C'était un accord que j'ai signé avec l'employeur. Vu le salaire qu'il m'avait proposé, j'ai trouvé que c'était peu, mais il fallait que je fasse ce travail-là pour pouvoir s'occuper de la famille. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans avec la coopérative. Et c'est quand je suis venu à Abidjan, en Béchon, que je causais avec une connaissance. Il m'a dit, mais dans le temps, tu avais parlé d'un projet de voyage, est-ce que ça tient toujours? Et je lui ai dit oui. Il m'a dit, ok, ça tombe bien parce que là, je connais un monsieur qui a le poumon, qui fait voyager des gens. Et nous sommes allés discuter avec lui, il m'a proposé les pays où il fait partie des gens. Il m'a parlé de Qatar, il m'a parlé de Turquie, il m'a parlé d'autres pays encore. Donc j'ai opté pour le Qatar. Le Qatar, pourquoi? À cause des footballeurs ivoiriens qui évoluaient là-bas. Et très souvent les Ougoumans chantaient leur nom quand ils arrivent. En tout cas, on sent vraiment qu'ils vivent au Qatar. Ils ont des moyens. Il m'a dit, je dois payer 2 millions pour le voyage. Et nous avons discuté. Nous sommes arrêtés sur 1,7 million. Et les autres dépenses administratives, fallait faire le passeport, faire les tests, les examens, tout ça. Donc j'ai engagé la procédure. Je regarde sur le document, le papier qu'il m'a présenté comme visa. Je vois le nom du Koweït. Et je lui ai dit, mais c'est plus Qatar, mais là je vois Koweït. Je ne connais même pas Koweït. Je n'ai jamais entendu parler de Koweït. En tout cas, il m'a présenté le Koweït comme un Eldorado. De quelle année? Et le 30 août De quelle année? 2015, je sors pour la première fois. Alors, je m'arrête un instant. J'aimerais que cette vidéo conscientise
chacun de son côté. Mettez les cœurs et partagez. Voici un frère qui a pu dépenser 1 700 000. 1 700 000 pour vouloir voyager parce qu'il veut aller se chercher ailleurs. Parce qu'il s'est dit que je vais aller ailleurs pour avoir plus, pour venir aider ma famille. Bon, 1 700 000 normalement, en temps normal, ça peut aider quelqu'un à entreprendre quelque chose. Déjà un petit commerce, un petit business dans son pays. Et au fur et à mesure, ça va se développer. Au fur et à mesure, ça va aller. Mais on ne sait pas quelle situation, quelle pensée, quelle idée. Est-ce que ce que la personne voulait faire, il s'est dit non, ça ne va jamais marcher, ou bien on ne me donne pas la possibilité de le faire, ou bien je préfère. Mais qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui pousse un Africain aujourd'hui qui peut avoir 2 millions, qui peut avoir 1 700 000 à donner à des passeurs, à des gens, pour dire, je quitte mon pays pour aller ailleurs, pour m'en sortir. Il faut que, sur ce point-là, les autorités aussi se posent des questions pour dire, ah, qu'est-ce qui pousse nos enfants, qu'est-ce qui pousse notre population, qu'est-ce qui pousse à nos jeunes à se lever et vouloir forcément aller se chercher ailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le puzzle. Il y a un malaise quelque part. Il y a quelque chose. Il faut qu'on règle quelque chose. Pour qu'ils commencent à comprendre que là, ici, ils peuvent. Et qu'on les aide peut-être. Qu'on les encourage peut-être. Qu'on leur donne peut-être des facilités d'entreprendre certaines choses. Parce que quelqu'un qui se lève, qui peut dépenser 1 700 000 ou 2 millions pour un voyage, pour le dossier d'un voyage, alors que c'est 1 700 000 ou ces 2 millions-là pouvaient l'aider même à réaliser quelque chose s'il y avait des aides ou des, je sais pas, une suivi, quelque chose, je ne sais quoi, qui pouvait l'aider à entreprendre quelque chose. Il faut que ce côté-là interpelle nos autorités dans nos différents pays. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos pays qui sont courageux, qui veulent s'en sortir, qui ont des motivations, qui ont la volonté, qui ont des idées, qui ont des ambitions. Mais s'ils ne voient pas les issues dans le pays, ils ne voient pas les mains tendues, ils ne voient pas les plateformes, ils ne voient pas qu'est-ce qui, je sais pas, tout ce qui est mis en place pour les aider à réaliser leurs projets, ils se disent, je vais ailleurs. Peut-être qu'à l'aventure, je vais m'en sortir. Peut-être que de l'autre côté, je vais m'en sortir. Et c'est ce qui fait que la plupart de nos jeunes, de nos frères, se lèvent comme ça, nos sœurs, un matin, ils économisent jusqu'à, ils ont 2 millions, 3 millions, 1 700 000, 1 million de... Avec cet argent, ils peuvent faire quelque chose chez eux. Mais quand ils voient l'environnement, ils voient tout ce qui se passe autour d'eux, il y a quelque chose qui leur dit non, tu ne vas pas réussir ici, va ailleurs. Sans savoir ce qui se trouve ailleurs. Donc là, il faut une interpellation aussi de la part de nos autorités dans les pays africains. On est la Côte d'Ivoire. On prend la route de Mali. Vous faites 2 semaines à Bamako avec un frère du passeur. Qu'est-ce qui se passe le jour de votre départ à l'aéroport de Bamako? Il y a un policier qui appelle le second. Il lui demande, mais vous allez où? Il dit, on va au Koweït. Et il lui a demandé, Koweït, est-ce que vous connaissez bien le Koweït? Il a dit non. Il dit, mais apparemment, quand je vous vois, il me semble que vous êtes des gens bien, ça va chez vous. Parce qu'il a pris le passeport de l'autre, il a regardé dedans le travail qu'il faisait. Il dit, mais tu laisses ce travail-là, tu t'en vas au Koweït. Est-ce qu'on t'a bien expliqué le problème de Koweït? Yes. Il a dit non. Que ce que si on lui a dit que c'est un pays où ça va, il y a de l'argent, on peut se faire du sou. Il a dit, c'est un pays, franchement,
où les Ivoiriens, les Africains sont maltraités. Que même les Maliens sont victimes de traite dans ce pays-là. Il y a d'autres même qui meurent. Il y a d'autres qui viennent avec des cicatrices. Il y a d'autres qui viennent chez eux sans rien. Et il a commencé à expliquer ce problème à Mosego. Donc j'étais devant, je marchais. Je lui ai dit, mais tu attends quoi? Viens, on va partir. Et il m'interpelle. Il dit, Vécho, s'il te plaît, je vais te parler. Donc il vient vers moi et me dit, ah, le gars là, il m'a dit tout à l'heure que là où on va là, c'est pas bon. Hein. Il dit, comment ça? Il dit, voilà ce qu'il m'a expliqué. Il dit, mais on fait comment? Là, on a déjà dépensé, on a préparé le voyage. Nous sommes à un pas. Partagez. Du vol. Mettez les cœurs. On fait comment? Il dit, ah, mais Joe, on va aller. On va aller voir ce qui se passe vraiment. C'est ainsi que vous vous envolez vers la terre promise, le Koweït. Quelle a été votre surprise à l'arrivée? Je ne sais pas si vous avez écouté. Hein. De la Côte d'Ivoire, ils sont descendus au Mali. Et au Mali, c'est du Mali qu'ils devaient prendre l'avion pour le Koweït. Et il y a soit un douanier ou un policier à l'aéroport du Mali qui a vu leur passeport. Et quand il a vu le passeport, il a demandé à l'un d'entre eux, vous allez où? Il dit, on va au Koweït. Il a regardé dans le passeport, il voit que le gars, son travail qui est décrit, sa fonction qui est décrite dans le passeport ne ressemble pas à quelqu'un qui doit aller à l'aventure au Koweït. Il dit, mais est-ce que vous connaissez le Koweït? Il dit non. Il dit, mais est-ce que vous savez que les Africains souffrent là-bas? On a des frères maliens qui sont venus avec des cicatrices. D'autres sont morts. D'autres sont venus sans rien du tout, qui souffrent ici. Mais qu'est-ce que vous partez chercher dans ce pays? Est-ce qu'on vous a réellement décrit ce qui se passe au Koweït? Il dit non. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de jeunes Africains qui entendent des noms de certains pays et qui pensent que là-bas c'est le paradis. Moi, je vais vous dire sincèrement, en tant qu'Ivoirien, j'ai voyagé dans le monde entier. Je suis allé aux Amériques, je suis allé dans plusieurs pays européens, dans plusieurs pays africains. J'ai voyagé beaucoup. J'ai changé mon passeport au moins 2 ou 3 ou 4 fois. Je n'ai pas encore vu un pays qui est mieux que mon pays natal, la Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis direct. Si souvent je m'assois et puis je crie pour mon pays, c'est parce que j'aime ce pays. Non. Même la France n'est pas mieux que mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Quand je me rappelle de toutes les bonnes choses de mon enfance jusqu'à ce que je sois ado, jusqu'à ce que je grandisse en Côte d'Ivoire, et je compare à ce que je vis même en France, malgré l'argent, malgré le social qui est bien, malgré le confort, sincèrement, je préfère même 2 fois rester dans un petit village de mon pays, entendre le cri des coqs chanter le matin, voir le mouton se promener, et puis manger à ma faim, et puis être tenté. Franchement, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique. J'aime. C'est quand quelqu'un n'a pas encore voyagé, et que la personne croit que le paradis se trouve ailleurs. Mais tu vas voyager en tant qu'Ivoirien partout dans le monde entier. Pour la nourriture, pour certaines choses. Quand tu arrives, tu dis, waouh, donc mon pays est bon, mon pays est bien. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un paradis sur terre. Donc, quand je vois même des frères ivoiriens souffrir en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Koweït, dans certains endroits, je dis, waouh, on a raté quelque chose. C'est ça qui me fait souffrir même le plus. Ça me fait souffrir. Ça me fait mal. Aujourd'hui où je parle là, j'ai tellement dépensé pour aider les gens, construire des églises, faire des choses. Ça fait que ça diminue un peu mes finances et ça diminue ma force financière pour certains projets. Parce que j'ai la famille aussi. Sinon, en temps normal, moi là, j'avais ce que je pense et j'avais réfléchi comme ça au début, je serais assis chez moi au pays.
mon pays, avec 50 millions, je me construis une petite villa déjà. Ici, en Europe, 50 millions même, ça ne peut même pas t'acheter un terrain. Dans mon pays, avec le budget que j'ai, je peux même avoir mon boy, mon gardien, mon chauffeur, tout ce qu'il faut. Mes enfants, même, on les prend, on les dépose à l'école. Mais qu'est-ce que je vais chercher ailleurs? La nourriture de mon pays est naturelle. La nourriture de mon pays va avec mon corps, avec mon sang. Qu'est-ce que je vais chercher ailleurs? Bon, on est rentré dans une situation où on est là, on est bloqué. La plupart d'entre nous, on a des enfants métis aujourd'hui, on a une famille là, on ne peut pas les jeter comme ça pour dire, allez, je m'en vais, et ceci, cela. Donc, on est là, on réfléchit. Mais souvent, quand on est en Afrique, on croit que ailleurs c'est mieux. On croit que ailleurs c'est mieux. C'est quand tu voyages, que tu te rends compte. Il y a 2 pays que j'aime dans ce monde. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Deuxième, la France. Pourquoi? J'ai voyagé dans beaucoup de pays européens. La France, c'est un pays. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut attaquer le gouvernement, ça c'est leur problème. Mais au niveau de la France, le social, on peut tout dire. Mais la France est mieux. La France est mieux que d'autres pays européens. La Côte d'Ivoire, c'est un pays superbe. Superbe. C'est dommage que la politique et des problèmes politiques aujourd'hui sont en train de salir l'image de ce pays et de détruire beaucoup de choses dans ce pays. Ça fait mal. Je prie Dieu que les choses reviennent dans l'ordre. Parce que voir quelqu'un comme ça qui est courageux, dépenser 2 millions, presque 2 millions, pour aller encore être esclave quelque part, ça fait mal au cœur. On va continuer. On va continuer. Le jour où nous arrivons au Koweït, à 2 h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde, il dit, toi, c'est toi? Il dit oui. Il demande à l'autre, toi, c'est toi? Oui. Parce qu'avant de prendre le vol, le mec, le patient a pris nos photos et puis il a balancé. Donc c'est comme ça, il nous a identifiés, il nous prend maintenant, il nous envoie dans une maison inhabitée. À 2 h du matin, et il ferme la porte, il prend les clés, il s'en va. Et dans la maison, il faisait très chaud. C'est seulement le lendemain à 16 h que vous voyez le monsieur en question. Et puis il est venu, il a envoyé de la nourriture, du riz, du pain. Et il dit, mangez. Ici, là, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture pour vous, vous allez manger. Ici, là, vous serez à l'aise. Vous allez prendre poids ici. Même quand vous allez retourner chez vous au pays, il sera difficile pour vous de rentrer dans vos maisons. Il y a de l'argent. Il dit, on était souriants comme ça. On se regarde. Après, on finit, il dit, là où vous allez travailler, si vous savez. On dit non. Il dit, ah, on va vous envoyer au désert. Où il y a les moutons, il y a les dromadaires. Il dit, aïe. On se regarde, mais on dit, c'est que la fête, mon visage a changé. Et il regarde l'autre, il dit, ah. Il me regarde. Il dit non. Et votre espoir devient un désespoir. 18 h, il y a un autre qui vient. Il dit montez. Il nous prend, il nous met dans son véhicule. On va seulement. Et on arrive quelque part, il gare. Il dit à mon second, là, il dit descends. Dirige-toi où il y a le monsieur qui est là-bas. Là. C'est ton patron. Prends ta valise, il faut aller vers lui. Le gars, il arrive, on le reçoit. Et le monsieur vient vers le chauffeur. Il lui tend de l'argent. Il prend, il met dans sa poche. Et c'est comme ça. Moi, mon tour est arrivé. C'était pareil, il dit descends. Il y a un véhicule qui est là, qui nous attend. Un véhicule 4x4. Il y a un jeune qui était assis dedans. Il dit prends ta valise, va vers lui. Et je vais. Et le mec il descend. Il va vers le monsieur, il lui donne encore de l'argent. C'est comme ça que vous retrouvez votre nouveau patron dans le désert. Je rentre dans une chambrette où il y a un Indien. C'était le chauffeur de la famille. Donc on était logés ensemble ce jour-là. C'est lui maintenant qui va m'expliquer que ah, je sais pourquoi tu es venu là, on va t'envoyer au désert. Il dit quelle histoire de désert même. C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit non, c'est là-bas tu as travaillé. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Parce que je venais d'être trahi.
C'est parce que le mec m'a dit, au pays, je viens d'être trahi. Vous voyez, ce frère qui parle là, c'est pas un blanc qui allait le chercher en Côte d'Ivoire. C'est pas un arabe qui allait le chercher en Côte d'Ivoire. On peut attaquer les blancs, on peut attaquer les arabes, on peut attaquer ceux qui l'ont maltraité. Mais on a des frères ivoiriens, sénégalais, guinéens, maliens, qui à cause de l'argent font la traite de leurs propres frères. Bon, comment l'Afrique va s'en sortir? Je demande à tous les gouvernements africains, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de traquer, de créer une police spéciale pour traquer toutes ces personnes, ces passeurs qui prennent de l'argent pour vendre. Mettez les cœurs et partagez mon direct. Moi, ce sont ces gens de direct-là où je vais insister, je vais crier que vous partagez, je vais crier que vous mettez les cœurs. Quand c'est pour parler des problèmes politiques ou bien des problèmes injurier les gens, vous êtes pressés de partager. C'est ici qu'on doit voir les gens partager. Parce que ça, c'est pour aider les gens. Et c'est ça mon combat, moi. Mon combat, c'est pas la politique. Mon combat, c'est pas venir attaquer Alassane Gbagbo, Bédié, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Moi, ça, c'est pas mon combat. Si vous voulez me voir dans mon vrai combat, là, c'est ça. Aider les gens, conscientiser les gens. C'est ça mon combat. Mettez les cœurs et partagez. Encouragez-moi à continuer ce combat pour que peut-être je sorte d'un certain domaine pour rentrer dans le domaine que Dieu m'a confié. Donc, mettez les cœurs et partagez ce direct, s'il vous plaît. Et s'il y a des personnes de bonne volonté qui pensent qu'on peut faire des choses pour ces personnes-là, pour ces gens de combat, je suis ouvert à cela. Donc, partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Moi, ça ne me plaît pas de venir m'asseoir chaque matin, attaquer un tel parti. Je ne fais pas de politique. Je ne sais même pas c'est quoi la politique. C'est que les politiciens mangent, c'est qu'ils boivent. Moi, je viens juste défendre des causes. Je peux avoir des maladresses, tout ce que vous voulez, parce que c'est normal. Je ne fais pas de politique. Voilà. Donc, voilà mon vrai combat, le social, aider les gens. C'est ça mon combat. Donc, je disais tout à l'heure, il faut que dans tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest ou de l'Afrique, des polices spéciaux, c'est-à-dire que soient faites, que ce soit même des civils ou des gens en tenue, pour traquer tous les passeurs. Des gens qui viennent vendre des rêves à leurs frères. Une pauvre personne est là, elle a économisé jusqu'à, elle a eu peut-être 2 millions, elle peut faire un petit business avec. Elle ne voit pas des mains tendues ou un encadrement pour l'aider à faire un business. Une personne vient lui promettre un rêve. Viens, je t'amène en Tunisie. Là-bas, tu vas être ceci. Je t'amène au Koweït. Et puis, c'est comme ça ressemble à la traite des Noirs. Ça ressemble aux Africains qui ont vendu leurs frères africains oh my God. Ça rappelle l'esclavage. On ne peut pas encore permettre ça dans ce 21e siècle. Les gens qui font ça, on doit les mettre en prison à vie. Ils doivent rester en prison, ils ne doivent plus sortir de la prison. Je suis d'accord qu'on attrape ces personnes, ces passeurs, qui viennent chercher nos sœurs, nos frères en Afrique, qui leur font croire qu'il y a le bonheur ailleurs, alors qu'ils ont fait un business. Ils ont pris de l'argent là-bas. Ils prennent de l'argent avec lui aussi. Ils s'enrichissent et ils prennent leur propre frère pour aller le vendre comme un esclave. Il faut que nos dirigeants se lèvent. Il faut qu'ils se penchent sur ce point. Je ne peux pas accepter et comprendre que dans des pays développés comme les nôtres, il y a tout. Aujourd'hui, là, on veut mettre quelqu'un sur écoute, on le met sur écoute. Les aéroports sont surveillés. Il y a des frontières partout.
Et puis, vous n'arrivez pas à cerner et à discerner des gens qui viennent attraper des gens pour les... Ils ont fait passer une personne pour aller le vendre, 2 personnes pour aller le vendre, 3 personnes pour aller le vendre, 4 personnes pour aller le vendre. Et ils sont encore là en train de continuer. Il faut que cela cesse. Et je demande à tous ceux aussi qui ont été victimes de ces choses de balancer ces genres de personnes. Balancez-les aux autorités de vos pays pour que ces personnes soient traquées, attrapées et jetées en prison. Parce que lui là, les épreuves qu'il vit ici, c'est parce qu'il a fait confiance à un de ses frères ivoiriens qui est venu lui dire qu'il y a le bonheur ailleurs. Je vais t'envoyer ailleurs. Il y a le bonheur. C'est pas un blanc ni un arabe qui est venu le chercher. C'est un Africain, un Ivoirien comme lui qui a vendu son frère ivoirien pour aller souffrir chez les autres. Et ça, ils envoient au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, au Koweït, au Liban. On ne peut pas citer. On a des Africains, nos frères ivoiriens là, ou bien les Camerounais, ou bien les Camerounais sont dedans aussi, beaucoup. Les Camerounais, même des Togolais, parce qu'ici dans cette histoire, vous allez voir qu'il y a un Togolais dedans. Vous allez voir, comment on appelle, nos frères du Mali, partout qui souffrent. Bon, à un certain moment aussi, les gouvernements doivent réfléchir. Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour la jeunesse? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour la jeunesse, pour que la jeunesse se lève à ce point, pour aller se sacrifier ailleurs? Posez-vous la question, cher gouvernement, demandez-vous, est-ce que réellement on fait ce qu'il faut pour notre jeunesse, pour que notre jeunesse aille se vendre ailleurs? Comment on peut avoir un pays beau comme la Côte d'Ivoire et aller vouloir souffrir dans un pays arabique, dans le désert? Posez-vous la question. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'ai été dupé et mes larmes coulaient. Je me dis, bon, tu as un frère qui est au désert, je vais l'appeler. Il est togolais, il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc il appelle le Togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirien? Je dis oui. Tu es venu au Koweït? Je dis oui. Yo, tu es venu faire quoi au Koweït? Tu n'as pas appris qu'ici là, les gens nous maltraitent? Que moi-même je suis ici, là, on me frappe tous les jours. Mon grand garçon comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des airs ici. On me bastonne, on me maltraite. Je ne mange pas. Je suis sale. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, donc c'est dans ça là, moi je vais partir. Donc vers la fin, il me dit, yo, comme tu es venu, nous, on sera deux ici au moins. Nos peines avons... On va partager ensemble. Comment vous vous êtes senti à cet instant? Dites-moi. Il m'a soulagé. Vous avez compris? Comme il se posait des questions, ils ont appelé un de ses compatriotes africains qui était déjà là-bas. Et apparemment, c'est un Togolais. Et le Togolais lui demande, tu es venu chercher quoi ici? Tu ne sais pas qu'on souffre ici? Moi, un père de famille, j'ai laissé ma femme, mes enfants au pays. Ici, on me frappe. On me maltraite. Je souffre ici. Ici, ce n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici, toi, un Ivoirien? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Donc, il est en train de se rendre compte que vraiment, le paradis qu'il allait chercher, c'était l'enfer. Il était rentré dans l'enfer. Et ça commence maintenant à changer dans sa tête. Mais en même temps, je n'étais pas serein. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes larmes coulaient. Le chauffeur a su que il fallait qu'il nous sépare là. Donc il a klaxonné, il dit viens, on va partir. Mais vous n'aviez pas d'autre choix que d'avancer? Donc on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais. Et je devrais rester avec eux, faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi? S'occuper des bêtes. Les dromadaires, les moutons, tout ça là. Comment les soigner, comment les donner à manger, tout ça. Et je devrais savoir préparer la nourriture, le repas de là-bas.
Donc il y a un Indien, c'est lui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, c'est lui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc j'avais un agenda qui était là, c'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu. Quand je finis de travailler, puis je commence à apprendre à parler la langue. Donc, quand mon patron, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé chez son père là-bas pour aller apprendre à faire tout ça. S'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui. Le stage réussi. Vous êtes affecté à votre nouveau poste. Pour combien travaillez-vous? Il attend le mois fini. Je lui rappelle, il me dit plus jamais ça. Le jour où tu me parles de salaire encore, je te tue. Il dit quoi? Il dit le jour où tu me parles de salaire encore, je te tue. Il dit, j'ai la famille au pays là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Il dit, je m'en fiche. Femme ou enfant ou toi-même, je m'en fiche parce que tu n'es pas coïcien. Tu n'es pas mon frère. Je te dis ici là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre. Ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce qu'il vous a acheté? Parce que je t'ai acheté à 450 dinars, voire 800 000. Il dit, tu m'as acheté? Il dit, oui, je t'ai acheté. Il dit, non. Que moi-même pour venir ici là, j'ai dépensé. Celui qui m'envoie là, je lui ai donné de l'argent pour que je vienne. Il dit, ah, lui aussi, il a payé l'argent. Donc, il fait de moi ce qu'il veut. Et donc, c'est à ce moment précis que vous apprenez que vous êtes esclave, son esclave? Je commence à travailler entre 5h jusqu'à 2h du matin. Je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui, il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Donc, s'il est assis là, je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle chai kawa, pour lui donner. Il boit jusqu'à arriver au milieu, ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser ça, va préparer encore autre pour m'envoyer. Ça ne veut pas te voir être tranquille, assis pour te reposer. C'est pas normal. Donc c'est comme ça que je souffrais. Et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout faire, c'est le jour où m'ont poursuivi avec le véhicule 4x4. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus. La santé, tout cela. Et je me plaignais de douleur. On m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé. Et j'arrive, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, de soulever les sacs, aller donner de quoi manger aux bêtes, tout ça. Franchement, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à me révolter. Et de cette révolte, vous frôlez la mort. Un jour, j'étais là, je travaillais, puis il a commencé à rafaler. Il rafale et puis il m'appelle Tal, Tal. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Chou, en tête de Dieu, tu en entends mort. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente, et puis elle est sortie. Elle a eu peur, elle dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Donc, elle voyait son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là. Elle dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là? Elle dit, oui. Elle dit, t'as mis, je mets le plomb là sur toi. Elle dit, je pistolet là, je mets arme là sur toi, et je tire sur toi. I want help. Chien, va travailler. Aïe. J'étais plus en moi-même. Je tremble comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4x4, là c'était son papa lui-même. Ils allaient lui dire que mon type là ne veut plus travailler, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là et puis il prend. Il y a une fois même qui m'a dit d'ailleurs, le monsieur là, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa vierge, la canne là, ça venait sur mon front. Et j'ai feinté. Il dit pourquoi? Lui veut me taper, puis je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons là sont mieux que moi, ces animaux sont mieux que moi. Ce qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit, ah bon, il dit, donc je vois le gars passer vitesse. Il va derrière, mais il vient sur moi, avec le véhicule. Donc j'ai fui, je suis allé me mettre derrière un conteneur. Il crie comme ça, il dit, pourquoi lui veut me tuer, et puis moi je fuis. Je dis, pourquoi? De venir, il va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter, passe vitesse 2 fois, il dit, ah, même si vous voulez me tuer là, peut-être vous allez m'attacher, vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Et puis vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi, ça c'est pas possible. Donc il tremblait comme ça. Et il m'a mis en garde. Il dit aujourd'hui là, je suis venu te dire que faut t'apprêter. La prochaine fois, quand je vais entendre que tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire tes travail, là je viens pour te tuer. Sans attendre. Vous entendez bien, non? Parce que quelqu'un a marqué ici que quand j'ai rapproché, on n'entend pas. Donc, j'ai poussé un peu.
Alors, vraiment, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Vous êtes des personnes humaines. Parce que ces genres de vidéos, je pense qu'on doit plus les partager. On doit mettre plus de cœur. On doit faire une sorte de publicité pour sensibiliser nos frères et sœurs pour ne pas qu'ils aillent souffrir ailleurs. Et pour sensibiliser aussi nos gouvernements pour qu'ils pensent à nos jeunes qui vont souffrir ailleurs. Donc c'est un devoir de partager ce genre de vidéos. C'est un devoir, c'est un acte humanitaire de mettre des cœurs. Ce n'est pas pour aider. Moi, ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée. Vous pouvez mettre des milliards de cœurs, des millions de cœurs de partage. Facebook ne me donne pas un franc. Je ne vis pas de Facebook. Voilà. Donc, ce que vous faites là, c'est pour aider nos frères et sœurs. Donc, merci à ceux qui le font. Voilà. Et écoutez vraiment, partagez. Parce que demain, tu ne sais pas si ta petite sœur, ta cousine, ton frère, ton neveu va être trompé par quelqu'un demain qui va lui faire croire que aller au Liban, au Maroc, au Koweït, ou je ne sais pas où, c'est le paradis. Et la personne va tomber dans un piège. Tu vas perdre un frère, une nièce, un cousin. On va le maltraiter quelque part. Donc ça, c'est un SOS. C'est une manière de sensibiliser aussi ceux qui ne sont pas encore victimes, que les gens vont venir prendre comme victimes parce que c'est du business que les gens font. C'est du commerce. Et puis ça peut aussi aider nos gouvernements à comprendre et à réfléchir comment ils peuvent trouver des solutions pour aider vraiment notre jeunesse à ne pas aller mourir ailleurs. À ne pas aller mourir ailleurs. Voilà. Donc partagez, mettez les cœurs. Aidez l'évolution de ces genres de vidéos, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je continue. Je vous laisse écouter. Les parties qui sont pertinentes, je m'arrête pour parler. Merci beaucoup. Prochaine fois, vous avez pris la poudre d'escampette sans vos papiers. Le papier est avec eux. Là, c'est la moindre des choses quand tu arrives. La première des choses, ils prennent sur toi ce sont tes papiers, ton passeport, ils bloquent. Là, maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux vous fuir, tu deviens sans papier. Quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit tout. Ça, là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça. On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, quand il a expliqué mon cas dans le groupe, il y a l'attaché du protocole de l'ambassade de Centrafrique qui était dans le groupe, qui a fait un audio pour dire, dites à mon frère, Ndri, je ne le connais pas, mais là où il est vraiment en danger, si ça m'est, je vais le tuer. Il a déjà prendre toutes ces mesures, comment il va faire, s'arranger pour quitter les lieux là. Dès maintenant, il faut qu'il s'apprête. Mais je ne connais pas le pays, je fais comment pour fuir. Je suis dans le désert, je ne sais même pas. Alors, quelqu'un l'a aidé avec un groupe WhatsApp. Quelqu'un l'a aidé. Voilà. Pendant qu'on parle, il y a encore des escrocs qui viennent laisser des publicités. Laissez-moi bloquer cette personne. Voilà. Quelqu'un l'a aidé avec un groupe WhatsApp à expliquer son histoire. Dieu merci, il avait quand même droit à avoir un téléphone. Je ne sais pas si c'était en cachette ou pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et ce qui me touche, c'est que c'est un Centrafricain qui était dans ce groupe, quelqu'un qui est attaché à l'ambassade de Centrafrique, qui a écouté son histoire et qui a dit, ah, il faut qu'on aide ce frère. Vous voyez, nous les Africains, nous sommes soudés. Nous sommes soudés. Il faut voyager hors de nos pays pour savoir que nous sommes soudés. Quand deux Africains, un du Togo, un du Ghana, un du Bénin, un de Côte d'Ivoire, se retrouvent, je vais dire à l'étranger, ils oublient leur pays. Ils regardent leur peau. Ils s'appellent frère, frère, frère. Ils oublient que je suis ivoirien, toi tu es malien, toi tu es sénégalais. C'est-à-dire qu'ils sont des frères parce qu'ils se reconnaissent par la peau. Nous sommes soudés, nous les Africains. Nous sommes vraiment soudés. C'est les politiques et des histoires de politique ou des histoires de frontières qui souvent veulent nous faire croire que nous sommes différents l'un de l'autre. Mais en réalité, nous sommes vraiment des frères. Parce que celui-là, c'est un Centrafricain qui a entendu parler de l'histoire d'un Ivoirien et qui s'est dit, oh, c'est mon frère, il faut que je trouve une solution pour lui. Ce n'est pas un Ivoirien qui est d'abord venu à son secours, c'est un Centrafricain. Et là où il est parti, il a croisé aussi un Togolais. Il a entendu parler, un Togolais a entendu parler de lui, lui a donné des conseils. Vous voyez, vous allez voir même vers la fin de l'histoire, il y a un Malien aussi qui a trouvé une solution pour lui. C'est intéressant que je m'arrête là pour dire, chers Africains, nous sommes une même famille. Les frontières, ce sont les Européens qui ont créé les frontières.
Mais on a les mêmes ancêtres. Nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule famille. Et quand les Blancs voient un noir et un autre noir, ils disent ton frère. Ils ne disent pas, même si je vois un Sénégalais aujourd'hui et qu'on se présente quelque part, ils disent c'est mon frère. Le Blanc ne va même pas demander, vous avez le même père, même mère. Il dit, ah d'accord, c'est ton frère. Ah, vous venez. Et puis c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est ton frère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important que ça reste dans notre esprit et que nous sachions que nous sommes des frères. Par notre peau, par notre origine continentale, nous sommes des frères. Nous sommes vraiment des frères. Et c'est à l'étranger que tu vois cette valeur-là. Voilà. Comment vous faites alors? Il attendait le jour où son patron aussi ne sera pas là. Il va prendre la voiture. Leur voiture, lui, il était chauffeur. Il va prendre la voiture pour aller me chercher. Donc c'est comme ça qu'on a fait le programme. Je m'apprêtais maintenant à quitter les lieux. Ces derniers temps, tout ce qui s'est passé là, peut-être c'est maman, les gens la voulaient. Deux fois, mais ils viennent 15, 20. Quand ils viennent, on dit de préparer, ils vont manger. Ils laissent la nourriture en ville là-bas, ils viennent dans le dernier, il faut préparer, je prépare. Quand tu finis, on dit, il faut aller faire ça. Je tourne sur moi dans ce sable là. Mettez le cœur, partagez. 24 sur 24, tu tournes. Et c'est comment au Koweït? Comme un robot. C'est le désert. Il fait très chaud quand il veut faire chaud. Il fait froid aussi quand la fraîcheur arrive. Les deux sont à l'extrême. Et c'est comme ça que je tourne. Mais quand il a dit tu es fatigué, ça ne va pas. Il dit il ne peut pas s'imaginer qu'un homme peut être fatigué. C'est les gens, ils ne travaillent pas. Il prend son temps. La journée, il dort. La nuit, là, c'est maintenant, il fait jour chez eux. Ils vont boire leur thé qu'on appelle Taïgawa. Ils vont faire Dawania, ils sont assis. 20 personnes, 15 personnes sont dans les boubous, là, ils sont assis là. Manger, boire thé, manger, boire thé. Aujourd'hui, là, moi, je ne dors pas ici. Et après, ils ont envoyé un Soudanais. Lui, il était comme un vigile, un gardien. Si je dois fuir, lui, il va les appeler. Donc, comment faire pour quitter les lieux? J'ai envoyé la position par GPS aux jeunes qui devraient aller me chercher. Malheureusement, le jour où j'ai décidé de fuir, j'avais un téléphone Android que je prenais pour vous faire tous ces trucs-là. Le téléphone était à plat. J'ai pris mon petit sac où se trouvaient mes documents. Les autres documents, diplômes et puis trucs, tout ça là. Donc j'ai pris, puis je suis sorti. Quand je suis sorti, il y a une voix qui me dit, tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que là où tu es sorti, il y a une valise, tout ça là. Dis-toi que tu es en danger. Si ceux-là te prennent là, tu ne vas pas survivre. Wow. J'ai dit, je commence à courir avec la valise là. Donc j'arrive dans un endroit où je trouve les passages, ils ont mis des tuyaux où ils vont faire des installations pour le gaz ou bien le pétrole, tout ça là. Quand je vois la voiture, je rentre dans les tunnels là, puis je me cache. Comme ça, jusqu'à il fallait faire quitter le secteur au moins. Partagez, mettez les cœurs, partagez. Les amis viennent me chercher là. À un moment donné, ils ont dit, ah vraiment, c'est compliqué. Mais tout ce qu'on peut te conseiller, dirige-toi où il y a la lumière. Donc c'est comme ça, j'ai pris la marche dans le désert. Tu vois, il y a d'autres coïncidences parce que quand il fait frais, eux, ils aiment cette période-là. Puis je se retrouve dans le désert. Pour aller, c'est comme de toute façon, nous on va à la plage ici, là. Eux, se retrouvent dans le désert. Toute la nuit, tu les vois, ils sont là-bas avec des chiens, tout ça là. Par où je devrais passer, la voie que je dois passer là. Je voyais les tentes ici, je voyais les chiens qui aboyaient, des véhicules qui étaient garés partout. Donc vraiment, c'était compliqué. J'avais peur pendant que je faisais ça. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai dit ça, il faut que je jette la valise. Donc j'ai jeté ma valise, était remplie d'habits, tout ce que... Tout. J'arrive maintenant où il y a se trouve la grande voie, une autoroute. Et j'appelle les amis, je dis, ah, je suis arrivé dans tel secteur, dans tel coin. Ils me disent, bon, ok, on est dans tel coin, on va faire un mouvement vers toi. Donc c'est à travers le feu de détresse, il est vu de l'autre côté de la rue, il dit, je viens de voir un véhicule tel marque, c'est vous? Il dit, oui. Il dit, Dieu merci, je suis tel côté, allez-y tourner. C'est comme ça qu'ils sont venus garer. J'ai fait 3 jours là-bas dans sa maison. Il dit, mais nous sommes en étranger, je ne peux pas rester enfermé ici, il faut que je sorte pour aller chercher du boulot. Vous allez faire un passage éclair dans un nouveau travail dans lequel vous allez démissionner. Il a parlé de moi à son patron. Donc c'est comme ça qu'on m'a trouvé
un autre boulot qui est agent de sécurité. Le premier jour, on m'engage dans la boîte, on m'envoie dans un hypermarché. Et j'étais là, je vois les gens défiler, puis il y a un mec qui est en boubou. Parce que là-bas, la police, ils ne sont pas obligés de porter leur uniforme. Ils peuvent porter boubou là et puis je promène. Je vois le mec s'approche et puis me demande, je viens de quel pays, mon nom, tout ça. Donc j'étais obligé de donner des fausses identités. Et non, je viens de Ghana, je m'appelle Veito, tout ça là. Pour ne pas que le gars puisse m'identifier, tout ça. Il m'a dit, tu travaillais où quand tu es arrivé ici? Il dit, il était agent de sécurité. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, ah, c'est quel type ça? Donc quand il a fini de faire ça, je suis allé voir mon chef. Il lui a dit, je ne travaille plus. Il dit, à quoi? Il dit, les gens sont en train de mener les enquêtes. Il y a un qui est venu me questionner tout à l'heure, là, moi je ne peux plus rester ici. Mais finalement, vous vous retrouvez en prison. J'ai fait la nuit, j'ai presque fait un mois. À la veille où on devrait recevoir nos salaires là, je venais du boulot. La compagnie a envoyé son véhicule aller nous chercher. Voilà un policier qui était déjà là. Il dit, présentez vos pièces. Je n'ai aucun document. Donc on m'a fait descendre. On se retrouve au commissariat. Le commissariat, on nous envoie la déportation. Et on arrive à la déportation, on était dans un grand bâtiment, plus de 300, 400 personnes même, on était enfermés. Donc les jours passent, les semaines passent. Et là-bas, il n'y a pas d'espoir pour vous. Donc je vais maintenant vers la grille, puis je vois un policier passer, je l'appelle et dis, viens. Le policier s'approche, j'explique mon problème. Il dit, donne le numéro de ton patron. Il appelle mon employeur. Il refuse de venir, il refuse d'envoyer mon passeport, mes documents. Le premier employeur? Oui. Donc le gars maintenant me dit, le policier là me dit, s'il te fait sortir d'ici, tu peux aller travailler au désert. Là, mon patron est en train de négocier avec lui. On me fait sortir, je vais venir au désert. Là, c'est pour aller me tuer. Parce que quand moi j'ai fui là, le jeune Togolais là, après eux ils ont déménagé. Mais quand j'ai fui, quelques temps après, lui aussi ils ont failli l'assassiner. Wow. Au moins trois bons garçons. Ils sont allés le frapper. Saigner comme ça. Les gourdins qu'on prenait le frapper avec pointe dessus, donc on lui tapait n'importe comment. Et qu'est-ce qui vous sauve en prison? Et là encore, le mec négocie avec le policier pour qu'on m'envoie au désert. Il dit, pas question. Que je retourne chez moi. Le policier me demande, chez toi, c'est où? Il dit, Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, lui, ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, Sarlahadj. Il dit, Sarlahadj, Azamafi Maloum, lui ne connaît pas Sarlahadj. Sarlahadj? Sarlahadj, Côte d'Ivoire. Il dit, il ne connaît pas Sarlahadj. Il a dit, mais vous connaissez Drogba? Il a tiré son coup, Drogba. Droba. C'est comme ça lui il appelle Drogba. Antabila, ça va, Drogba. Vous venez du même pays? Il dit oui. Hein? Drogba, Azanafa, le Koura et Chelsea. Il dit oui. Il dit Kalas, Mafi Moshki, Kalas. Aéro. Ah ouais. C'est comme ça il a ouvert le portail là. Le nom de Drogba est plus que une carte d'identité, un passeport pour les Ivoiriens dans le monde entier. Hein. Parce que les Ivoiriens partout dans le monde entier, tu peux aller dans n'importe quel pays. Quand on te demande tu viens de quel pays, tu dis dans certains pays, hein, tu dis je viens de la Côte d'Ivoire. Ils disent ils savent pas où c'est. Mais quand tu dis le nom de Didier Drogba, tu dis je suis du même pays que Didier Drogba, tu dis waouh, Didier Drogba. Tout de suite on reconnaît le pays. Voilà, et ça c'est quelque chose qui a sauvé le frère. Que Dieu bénisse encore la vie de Didier Drogba. Franchement, son nom a été un déclic dans l'histoire de ce frère. Ce frère a eu une chance. Hein. Il y a beaucoup qui sont morts, qui n'ont pas eu la possibilité de raconter leur histoire dans ces genres d'aventures. Je vais continuer, on a presque fini. Avant de continuer, je voulais vous dire que je vais vous marquer mon numéro WhatsApp et ou bien par Messenger. Si vous avez des histoires, ces genres de vidéos, ces histoires, où quelqu'un est en difficulté quelque part, il faut te filmer. Il faut te filmer. Il faut que ce soit prouvé. Il faut te filmer. Ou bien, si vous avez des vidéos, ou bien si vous pouvez filmer quelqu'un qui est en difficulté, ou bien une histoire de quelqu'un qui souffre, envoyez-moi. Envoyez-moi. Parce que de temps en temps, prendre mon temps pour ces genres de choses, ça me fait du bien. Ça fait partie de mes activités spirituelles. Même dans mon statut ici en France, dans le statut de mon ministère, il y a un côté social. Il y a un côté social qui est très important.
aider les ONG, les veuves, les orphelins, les gens qui sont en difficulté. Ça fait partie de mon ministère. Donc, si vous avez des histoires, des vidéos, des trucs, n'hésitez pas à m'envoyer par Messenger ou par WhatsApp. Voilà, c'est très important. Donc, ce frère-là, voici que dans sa souffrance, le nom de Didier Drogba va venir le sauver. Voilà, on continue l'histoire. C'est émouvant, mais c'est aussi intéressant. On va vers la fin, parce que je pense qu'il a beaucoup souffert, mais Dieu est avec lui. Il a une très bonne étoile, et Dieu est avec lui. On continue. C'est en arabe. Il dit, c'est fini, il faut sortir. Et demain, il dit, Drogba, vous venez du même pays. Adabila, ça va, Drogba? Il dit oui. Il dit, Kala, ça m'a fait mouchkil. Il dit, c'est fini, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Drogba qui joue ballon, Kersi, là, il dit oui. Il dit, Kala, il faut sortir. Il m'a fait mouchkil, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Non, il m'a fait sortir. Là, ils ont commencé à remplir mes formalités. Sans aucun papier, sans nous. C'est-à-dire que ce mec-là, le Drogba, son nom maintenant devient comme un passeport. Et là, ils ont commencé à m'enregistrer. Quand je franchis première étape, il y a un problème net. Au même moment, le même monsieur, c'est un gradé. Il sort. Et puis il me demande, Drogba, je suis mouchkil, il y a quel problème? Il dit, bah, fille mouchkil, il y a problème. Il dit, ma fille mouchkil, il n'y a pas de problème. Et quand il rentre, il sort, et Drogba avance. C'est comme ça ils ont fait, ils ont enregistré tous mes papiers. Ils ont fait mon dossier. Et là, maintenant, on me fait changer de cellule. Mais vous restez quand même en prison pendant des mois. Je suis allé me mettre dans la douche, dans les toilettes. J'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il décroche. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade de Nigeria l'a appelé, il dit non. L'ambassade du Nigeria ne vous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé ici, il dit non. Donc je lui explique mon problème, il dit bon ok, je vais enregistrer et on va faire un laisser-passer. On va envoyer. Donc c'est comme ça. J'ai eu le laisser-passer à un étudiant qui fait l'école. Je fais une pause. Ici, le frère dit qu'il a appelé l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Koweït. De la douche. Il était, quand ils ont changé de cellule, il a appelé, parce que tout ce temps-là, il n'avait pas eu l'occasion d'appeler l'ambassade. Vous savez, on dit que quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître aussi ses bonnes choses. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas le lapin, il faut reconnaître qu'il court vite. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que je vais dire par là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps raconter des mauvaises choses sur les gens. Souvent, il faut voir les bonnes choses qu'ils font. On s'assoit, on attaque, mais deux fois, quand il y a des bonnes œuvres, il faut reconnaître que les gens ont fait de bonnes œuvres. Ça, c'est très important. Il faut être reconnaissant. Quand il parle ici, mettez les cœurs et puis partagez. Il dit qu'il a appelé l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Koweït. Il n'a pas dit que l'ambassade l'a raccroché au nez. Il n'a pas dit que l'ambassade l'a envoyé balader. Il n'a pas dit que l'ambassade a dit « on s'en fout de ton problème ». Écoutez très bien. Il a parlé avec l'ambassade. Déjà, 1, ils ont décroché son appel. 2, ils l'ont écouté. 3, ils vont lui trouver une solution. Parce qu'ils vont lui dire, bah, écoutez, nous, on n'était pas au courant, mais on va faire ce qu'il faut. Donc, à ce stade de cette vidéo, je remercie l'ambassade de Koweït. Je remercie parce qu'il peut y avoir des faux ambassadeurs. Il peut y avoir, dans certains pays, des ambassadeurs inconscients qui ne représentent pas vraiment leur pays. Mais ici, dans cette histoire, on nous parle de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Koweït. Nous remercions cette ambassade, nous remercions cet ambassadeur, nous remercions cette personne qui a reçu ce frère en difficulté au téléphone et qui a été vraiment, qui a joué son rôle d'ambassadeur. C'est ce que nous demandons. Parce qu'une ambassade dans un pays étranger est là pour représenter les ressortissants de son pays. Donc si l'ambassade n'avait pas écouté son cri, son appel, l'avait envoyé balader, je crois que les choses n'auraient pas avancé. Donc, il est vraiment de notre devoir de dire merci. Ça veut dire que même quand il y a des faux, même quand il y a des méchants, il y a aussi des bons, il y a aussi des bonnes personnes. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc le frère dit ici que l'ambassade l'a répondu.
l'ambassade va trouver une solution pour lui. On continue la suite de l'histoire. Donc que Dieu bénisse cette ambassade et que tous les ambassadeurs de nos pays africains dans le monde entier soient pareils, qu'ils écoutent quand on les appelle, qu'ils soient là pour savoir quels sont les problèmes de leurs ressortissants dans ces pays et qu'ils viennent au secours de leurs ressortissants. C'est très important. Merci. C'est pas lui quand l'ambassade fait et puis on dépose, puis s'en retire à DHL. Donc c'est comme ça, il allait déposer. Un jour j'étais là, on dit Drouba, il y a quelqu'un qui est là, il veut te voir. Je vais, voici le jeu. Il dit, je viens déposer ton laissez-passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. La prison, ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème, ton dossier est prêt. Donc tu peux voyager à n'importe quel moment. Et votre famille dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez? La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça me fatiguait. Et donc, je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drouba, les gens m'appelaient à gauche, à droite. Viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous vous retournez pour que cette situation se décante. Un jour, j'ai pris une décision, un mercredi. J'ai dit, je suis fatigué, il faut que je quitte ce lieu-là. Et j'ai pris un moment de jeûne. Et j'ai commencé à prier. On va arriver dans le côté spirituel. Continuez à mettre les cœurs, continuez à partager. Il y a un frère qui dit, Teddy Lyon, il dit, il n'y a pas besoin de dire merci, c'est leur rôle. Point. En tout cas, mon frère, tu as raison. Mais quand on sait que il y a d'autres qui ne savent pas que c'est leur rôle, qui ne le font pas, il y a dans des ambassades dans certains pays, nos frères souffrent, ils les interpellent, ils font comme s'ils ne voient pas. Donc, quand il y a au moins un dedans qui a fait une bonne œuvre, on est obligé de lui dire merci. Que lui, au moins, il a fait une bonne œuvre et que les autres suivent son exemple. Sinon, c'est leur devoir, c'est leur rôle. Ils sont payés pour ça. Je suis très d'accord, entièrement d'accord avec toi. Donc là, l'ambassade va permettre qu'il ait un laissez-passer. OK? Et il dit que à cause du nom de Drogba, il commence à avoir à manger, la situation commence à changer. Écoutez maintenant cette partie-là qui est très importante, cette partie qui arrive là. C'est la partie de l'intervention divine. Si tu ne crois pas en Dieu, il faut croire en Dieu. Parce que c'est dans les difficultés et les épreuves que tu vas savoir que Dieu existe. Écoutez bien, cette partie-là, c'est très important. Moi, en tant que serviteur de Dieu, cette partie est la partie la plus importante pour moi. Parce qu'il va y avoir une intervention divine. Écoutez bien. J'ai prié le soir. Je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, je dis quoi? Ok, j'avance un peu. Mais vous restez quand même en prison pendant des mois. Je suis allé me mettre dans la douche, dans les toilettes. J'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il décroche. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade de Nigeria l'a appelé, il dit non. L'ambassade de Nigeria ne vous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé ici, il dit non. Donc je l'explique, mon problème, il dit bon, ok, je vais enregistrer et on va faire laisser-passer. On va envoyer. Donc c'est comme ça. J'ai eu le laisser-passer à un étudiant qui fait école coranique. C'est pas lui quand l'ambassade fait et puis on dépose et puis s'en retire à DHL. Donc c'est comme ça, il allait déposer. Un jour j'étais là, on dit Drouba, il y a quelqu'un qui est là, il veut te voir. Je vais, voici le jeu. Il y a un étudiant qui fait école coranique. Regardez bien, moi je touche tous les petits points peut-être que vous n'allez pas remarquer. L'ambassade va envoyer un étudiant qui fait école coranique pour aider qui? Un jeune qui est chrétien. Parce que lui, il a pris Jésus. Hein. Il va dire tout à l'heure qu'il s'est mis à prier. Il n'a pas dit que c'est un chrétien. Et celui qu'on va envoyer pour donner le récépissé, c'est qui? C'est, comment on appelle? C'est un élève de l'école coranique. Ça veut dire que c'est un musulman. Regardez que dans les épreuves, dans la souffrance, au dehors de nos pays, on ne regarde pas si tu viens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On ne regarde pas si tu es chrétien ou si tu es musulman. Regardez que c'est très important. C'est un musulman qui lit l'école coranique, mettez le cœur et puis partagez, qui va prendre le récépissé d'un chrétien pour aller lui donner. Moi, ces petits détails sont très importants pour moi. Ces petits détails, parce que souvent, les gens ne comprennent pas que on peut ne pas avoir, naître de la même région, être de la même ethnie, être du même pays, avoir
la même religion et puis être frère. Il y a des gens qui confondent tout. On peut même ne pas être du même parti politique et puis être frère. On peut ne pas supporter le même candidat et puis rester frère. Ce frère-là, peut-être qu'en voyageant là, lui, il aimait Gbagbo. Peut-être qu'en voyageant là, il supportait Gbagbo, il aimait Gbagbo, ou bien il aimait Blé Goudé, ou bien il aimait Simone Gbagbo. Peut-être même qu'en voyageant là, Alassane Ouattara ne lui disait rien, il s'en foutait de lui. C'est-à-dire qu'il ne l'aimait pas. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Mais, est-ce que ça empêchait qu'il rende témoignage de ce que certaines personnes ont fait pour lui? La politique, les dirigeants politiques, la religion, nos régions, nos croyances ne doivent pas nous diviser. C'est très important. Je me suis arrêté là un instant pour faire comprendre des choses à des gens. C'est quelqu'un de l'école coranique qui va peut-être devenir un imam, qui prend le récépissé, le laissez-passer de cet homme pour aller lui donner en prison. Pourtant, c'est un chrétien, ce n'est pas un musulman. C'est très important. Je viens de déposer ton laissez-passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. La prison, ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème, ton dossier est prêt. Donc, tu peux voyager à n'importe quel moment. Et votre famille dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez? La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça me fatiguait. Et donc, je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drogba, les gens m'appelaient à gauche, à droite. Viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous retournez pour que cette situation se décante. Un jour, j'ai pris une décision, un mercredi. J'ai dit, je suis fatigué, il faut que je quitte celui-là. Et j'ai pris un moment de jeûne et j'ai commencé à prier. J'ai prié le soir. Je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, je dis comme ça que Dieu, vraiment, je suis fatigué. Et c'est pas si ma présence ici, ça doit apporter quelque chose dans mon pays. Mais franchement, là où je suis fatigué. Il faut m'aider à retourner. Que d'ici dimanche, moi je retourne en Côte d'Ivoire. Amen. Dimanche, je sais que tu peux faire. Mon papier à l'heure là où je prie là, je vois mon papier, ça est dans le tiroir là. Donc ça veut dire que le directeur a oublié. Dis-lui pendant que je parle, quand le levé va déposer sur le bureau, il signe mon document. Dimanche, je retourne en Côte d'Ivoire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, on m'appelle. Je suis là, j'entends mon nom. Drogba. Vers le portail. Safa, tu voyages, tu t'en vas au pays. On vient m'informer. Et dit à l'instant T, j'étais tellement heureux. Je suis allé, j'ai soulevé. Mais petit truc, puisque j'ai jeté ma valise, j'ai jeté. Donc j'étais là, j'ai arrivé le portail, celui qui est venu m'informer dit, tu as connu un mec ici. Il vient de quel pays là, même le pays là, c'est en Afrique ici là. Ils sont vers l'île Maurice, là, Madagascar. Il dit, il y a un jeune malgache. Il dit qu'elle est rentrée ici là, tu es son ami. Tu es devenu son ami, en tout cas, tu l'as beaucoup aidé. Il a laissé une valise pour toi. Il m'a dit, dis-toi, c'est parce que tu es mon gars, j'aime ton affaire. Sinon ça là, nous on prend. Mais je t'informe moi-même que ça est en bas. Une grande valise, il a réservé ça pour toi. Il dit, tu peux prendre tout ce qui est dedans là, pour prendre, tu vas au payer avec. C'est comme ça. Cet homme-là, il a une grâce. Hein. Il y a des gens qui sont nés avec une étoile. Il est comme Joseph. On a jeté dans le puits, on a jeté en prison, mais il est devenu premier ministre. Non, il a une grâce. Je mets une parenthèse. Si tu ne crois pas en Dieu, il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, je ne te dis pas, va dans telle religion, il faut croire en Dieu. Malgré tout, il ne pouvait pas voyager. Même si on l'a changé de cellule, il était toujours en prison. Un jour, il s'est levé, un mercredi, et puis il a jeûné. Il dit qu'il a pris la journée, il a jeûné jusqu'au soir. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il a dit à Dieu, il faut qu'au plus tard dimanche, je quitte ce pays. Malabrogosa, j'aime ça. Ça c'est bon. Une prière précise. Il a dit à Dieu, mon temps est fini ici. Je n'ai pas les moyens, il n'y a pas les possibilités. Mais toi, Dieu, là, fais-moi sortir d'ici dimanche. Et c'est le dimanche même qu'on lui dit qu'il s'en va.
Est-ce que quelqu'un peut venir me dire que Dieu n'existe pas? Dieu existe. Il a prié, Dieu l'a exaucé. Et encore, il avait jeté sa valise. Il avait jeté sa valise. Et quand il a jeté sa valise, hein, il a jeté sa valise, il n'avait plus d'habits. C'est un jeune malgache dans la prison à qui il a rendu des services, quelqu'un qu'il a apprécié. Le jeune malgache, en partant, a laissé une valise pour lui. Comme si le jeune savait qu'un jour, il allait sortir. Et les gardes lui ont dit, en temps normal, hein, ces gens de commission-là, nous, on ne fait pas. On prend la valise, on prend tout ce qu'il y a dedans, on donne à personne. Mais toi, comme tu as touché notre cœur, je te dis que ta valise en bas, va chercher. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça pour quelqu'un? Croyez en Dieu, croyez en Dieu, croyez en Dieu. Mettez le cœur, on continue. Je descends, fini de remplir les formalités, tout ça. J'arrive, voilà la valise. C'était plus grand que pour moi ce que j'avais. Et puis j'ai jeté. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire? Et j'arrive en Côte d'Ivoire en avril Quelle année? 2016. Vous avez vécu combien de temps là-bas? J'ai fait 6 mois. 6 mois? Tout ça en 6 mois? J'ai fait 6 mois. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Et dites-moi, Hervé, quand l'avion atterrit, comment vous vous sentez? J'arrive à Abidjan, j'ai d'abord prié. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je suis arrivé chez moi. J'ai eu un soulagement. J'ai eu un soulagement. Et j'étais vraiment rempli de joie, ému de joie. Parce que là, je viens de sortir. Pour moi, je viens de sortir de l'enfer. Et je suis arrivé dans mon paradis. Je suis arrivé chez moi, ma terre natale. Là, je venais d'être délivré, libéré, sorti vraiment de l'enfer. J'étais tout heureux. Après, on dit la police est venue te chercher. Je dis quoi? La police encore? Je sors dans les histoires de police, j'arrive chez moi encore. Non, mais là, attends, il y a quel problème? Quand ils m'ont interrogé, le capitaine dit non, ce problème nous dépasse nous tous. Et on va appeler le commissaire. Tu as fait quoi encore? Il m'a interrogé. Quand il a fini par il dit non, c'est trop fort, lui va m'envoyer à la DST. Yeah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce qu'il y a de louche dans cette histoire? Non, au fait, il s'étonne qu'un Ivoirien soit traité de cette manière. Donc, soit mon interrogation va les aider à tracer demain si l'État de Côte d'Ivoire décide de mener vraiment la lutte contre ce trafic-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la DST et ils m'ont interrogé. C'est 22 heures m'a libéré, je suis rentré. Est-ce que quelqu'un vous attendait à l'aéroport? Oui, il y a la maman de mon second, là, mon ami, là. Ben, moi, je suis venu avant lui. Il a dit à sa maman qu'il y a mon frère, là, qui vient. Il faut l'héberger d'abord chez moi à la maison. Donc, je suis arrivé, sa maman m'a accueilli, tout ça, son papa. Mais ils m'ont dit une chose. Tout ce que tu as vécu là-bas, là, il ne faut même pas dire. Son papa va entendre, sinon il va piquer une crise. Parce que lui aussi traversait la même situation. Donc, j'ai caché à son papa, mais sa maman savait tout. Et quand vous retrouvez vos parents? Et moi, maintenant, j'arrive en famille. Franchement, j'ai retrouvé la famille. J'étais content. J'étais content. Et tout ce que le pasteur leur disait, sinon, votre frère avait gâté, le Bouchouman, il avait gâté. Et le pasteur dans tout ça? Lui, il appelle les parents. Il leur dit non, que moi, je ne vais pas travailler. Le passeur. Oui, le pasteur. Oh, moi aussi, quand je l'appelle au départ, il me mettait en confiance. Oh, il savait ce qu'il était en train de préparer. Il y avait celui qui est ici, puis au Mali. Donc, il jouait le jeu. Et celui qui est ici, il raconte autre chose à mes parents, que non, le gars, il ne veut pas travailler, il ne veut pas faire ceci, cela, qu'on lui de faire ça, il veut gâter nos mouvements, c'est comme si, c'est comme ça. C'est quand je suis arrivé, j'ai eu la vraie version. Donc, le mec, il apprend que je suis arrivé. Il lui a dit, si j'arrive en Côte d'Ivoire, lui va dormir en prison. C'est ça. Donc, il a commencé à négocier. Quand il a su que je suis arrivé, il a commencé à négocier avec mon grand frère. Vraiment, il me propose d'aller au Maroc. Je suis racheté. Il dit, pas question. Où je suis arrivé, je ne bouge plus. T'es quitté dans le feu. Pays, comment est-ce que vous parvenez à vous réintégrer? Ça n'a pas été facile. J'ai traversé une période vraiment amère encore quand je suis retourné en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de boulot.
parce qu'il a démissionné de l'autre côté avant de partir. Et c'était difficile. C'est un ami, père et son âme. Il est mort dernièrement. C'est à lui, quand j'ai expliqué mon problème, il a dit, ah, ok. Et il a trouvé, oui, en ce moment, lui, il était infirmier dans une entreprise à la zone. Donc c'est comme ça. Il a dit, envoie tes dossiers. Et il a lutté. On m'a pris là-bas. Quand les 11 mois de contrat sont finis. Et c'est là qu'il y a une entreprise aussi. On a fait connaissance et puis ils m'ont recruté. J'étais responsable commercial. Et à quel moment vous commencez à faire de la location de vaisselle? Bon, location de vaisselle, il faut dire que c'est depuis cette année que j'ai commencé. Le peu que j'ai gagné, j'ai commencé à me préparer, payer mes trucs. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de créer ma petite structure qui est là, ce que vous voyez. Je fais location de vaisselle. J'ai même d'autres trucs encore dedans, c'est pas tout qui est là. Il y a encore d'autres verres et les assiettes. Il y en a plusieurs dedans là-bas. Donc je fais la location quand les gens ont besoin de faire des cérémonies, mariage, baptême, anniversaire. Autres ils ont besoin de louer ça. Voilà. Et je fais louer ça. Et ça me permet de vivre, de payer ma maison. Hervé, si vous deviez comparer vos deux vies, celle que vous vivez aujourd'hui et celle vécue dans le Golfe au Koweït. Oui, il n'y a pas de comparaison. Parce que d'abord, le paradis même, c'est chez soi. Yes. Et je dis en un seul mot, être esclave et être libre, indépendant, c'est incomparable. Donc, où je suis là, je suis tranquille. Voilà, je suis mon propre patron. Je gère mes affaires. Alors que de l'autre côté, j'étais prisonnier, j'étais esclave. Dit au 21e siècle, un être humain que je t'ai acheté à 450 dinars, c'est pas moi qui l'a injurié. 450 dinars. C'est toute une nation qui l'a injurié. Donc, je peux même pas conseiller quelqu'un. Vraiment. Vous voulez pleurer? Non. Je suis déjà... Faut pas pleurer, tu es déjà libéré. Nul d'esprit. Il a fallu que ça te serve. Donc, si je dois pleurer pour ceux qui vivent actuellement dans la même situation que moi. Et c'est pour eux qu'on fait cette émission. Au Koweït, dans le Maghreb et un peu partout, en Libye et autres. On va pour le mieux-être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un mythe. C'est un mythe. On nous explique qu'arriver là-bas, tu seras riche. Arriver là-bas, tu seras autonome. Arriver là-bas, tu vas avoir l'argent. Mais c'est un mythe. Tout ce qu'on nous fait, on raconte, on nous vend du rêve, au fait. La migration irrégulière aujourd'hui a endeuillé beaucoup de familles. La migration irrégulière aujourd'hui a emprisonné beaucoup de jeunes qui ont perdu leur sens de vivre dans des prisons. Beaucoup ont été violés. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Aujourd'hui, l'expérience que moi j'ai vécue dans le Golfe au Koweït, ça m'a permis de savoir que mon pays n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, parmi tant de pays dans le monde entier, c'est l'un des pays, l'un des meilleurs pays au monde. Tantôt on entend dire, oui, c'est un pays xénophobe. Mais vous ne connaissez pas des pays où on dit xénophobie ou bien qui sont xénophobes. Allez-y dans le Golfe, allez-y dans le Maghreb. En Côte d'Ivoire, les étrangers sont mieux traités. Yes. Si c'était à refaire. Je dirais non. Parce que je suis allé, c'est pas ignorance. Aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts. Yes. Je sais ce que c'est que émigrer dans un autre pays. Yes. Donc je ne peux pas tenter cette mésaventure encore. C'est bien beau, on peut voyager. Mais dorénavant, si je dois aller dans un pays, moi-même là, je me déplace aller dans l'ambassade pour me renseigner. C'est ça. Pour voir les conditions qui m'attendent là-bas avant de m'engager. C'est ça. Je ne peux plus faire une immigration où je suis assis à la maison, c'est quelqu'un qui vient me donner le visa. Moi-même, personnellement, je vais faire des démarches pour être mieux informé. Et à la suite de tout ce que vous avez vécu, vous décidez de créer une ONG. Oui, c'est à la suite de tout ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas m'asseoir, fermer ma bouche, fermer mes yeux. Pendant ce temps, la jeunesse continue d'y aller et subit encore le même sort que moi. Donc j'ai décidé de mener cette bataille et je pense que, Dieu merci, on a quand même sauvé plusieurs vies. Libérer des prisonniers dans les autres pays, rien que pour intervenir, appeler seulement et on donne des directives et puis ces personnes sont libérées. Je pense que c'est un combat noble.
Merci. Merci, 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 merci. Ah, voilà l'histoire que j'ai voulu vous conter aujourd'hui. C'est avec cette histoire que ce week-end-là, je voulais que chacun réfléchisse. Il y a des fautes, mettez les cœurs partagés. Il y a la part de tout le monde dans cette histoire. Il y a la part de nos gouvernements. Il y a la part des mauvaises informations. Il y a la part de nos frères qui vendent leurs frères pour avoir de l'argent parce que c'est un moyen facile qu'ils ont trouvé. Il y a la part de ceux qui n'ont pas encore compris que avec le peu qu'ils ont, ils peuvent créer quelque chose pour s'en sortir. Mais en même temps, il y a d'autres qui veulent créer quelque chose pour s'en sortir, qui peut-être la situation de leur pays ne leur permet pas de créer, ou ils n'ont pas confiance, ou il y a des choses qui les empêchent de faire, et qui se disent, je vais aller me chercher ailleurs. À travers cette vidéo, chacun doit réfléchir. Que ce soit des gouvernements comme à la population, chacun doit réfléchir. Si tu connais une personne, tu as un frère ou une sœur qui vient te dire que je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui va me faire aller au Koweït, qui va me faire aller au Liban, qui va me faire aller en Libye pour travailler, dis-lui attention, là-bas, là, les gens vont pour souffrir. Et je pense que nous devons nous entraider les uns les autres. Quand je pense que dans certains de nos pays, surtout dans nos pays, même en Côte d'Ivoire, on a des gens qui ont 2 salaires, 3 salaires, 4 salaires, qui ont plusieurs postes. Des ministres qui sont là pour aider la jeunesse, mais qui ne trouvent aucune idée pour aider les jeunes. Et quand on casse aussi certains business de certains jeunes qui veulent s'en sortir et qui se trouvent à un moment démunis et qui se disent « je vais aller me voir ailleurs ». Quand on n'est pas là pour créer des plateformes, pour sensibiliser, pour aider la jeunesse à s'en sortir, voilà les conséquences. Nos enfants, nos frères vont mourir ailleurs. Il est temps que nous ouvrons nos yeux. Il est temps que nous ouvrons nos yeux et que nous comprenons que les problèmes politiques se déversent sur la population. Et les problèmes politiques font que beaucoup de nos jeunes... Voici, il a fallu que ce monsieur aille vivre une aventure. Il a fallu que ce monsieur aille à l'étranger pour souffrir comme un esclave. Et en plus, il a eu la chance. Il y a d'autres qui sont morts, on n'a pas eu leur témoignage. Lui, il a eu la chance, on a vu son témoignage. Mais ceux qui sont morts, qui ont été enterrés, ceux qui sont morts comme des esclaves, qu'on a tirés sur eux, qui sont morts en prison, on n'a pas leur témoignage. Mais lui, au moins, Dieu l'a sauvé. La grâce de Dieu est sur lui. Et grâce à lui, on a entendu certaines choses. Mais il y a beaucoup. Même allez-y à côté au Maroc. Allez-y là, juste à côté au Maroc. Allez-y en Algérie. Allez-y en Libye. Allez-y en Tunisie. Allez-y au Liban. On a des frères et sœurs qui souffrent là-bas. Il faut que nos ambassades aussi dans ces genres de pays se disent qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ne peuvent pas venir nous dire. Quand ce frère disait tout à l'heure qu'il a été reçu par la DST pour voir, parce qu'ils sont en train de voir comment ceci, cela, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je vais dire que je n'aime pas l'hypocrisie. La DST ne peut pas dire que depuis des années, ils ne savent pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont vendus en esclaves, qui sont des esclaves dans certains pays. Alors je pense que les ambassadeurs qui vont au Koweït, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous ces pays, doivent se dire qu'ils ont un rôle très important, c'est d'aller aider nos frères en souffrance qui sont là-bas. Ce n'est pas pour la belle vie qu'ils sont là-bas. Il faut qu'ils se disent ça, c'est très important. Alors, il faut que nos ambassades dans ces pays-là commencent à trouver des solutions. Il y a des jeunes Ivoiriens dans ces pays que vous pouvez recruter pour vous donner les nouvelles. Il y a des jeunes Ivoiriens dans ces pays que vous pouvez recruter. Vous pouvez avoir d'autres avec des voitures, des chauffeurs, tout, qui vont chercher leurs frères en difficulté. Vous pouvez créer même une structure dans chaque ambassade qui est comme une armée pour l'ambassade pour aller chercher vos frères en difficulté dans ces gens d'endroits avec, accompagner des autorités de ces pays-là pour aller chercher nos frères qui sont esclaves dans ces différents endroits. Il faut que vous vous leviez. Parce que si vous êtes dans ces pays-là en tant qu'ambassadeur, c'est pour pouvoir sauver les gens de vos pays. Ce n'est pas juste pour aller profiter du soleil, de la lune, de la lumière, de la nourriture de ces pays. Dans chaque ambassade, dans ces genres de pays comme le Koweït, la Libye, comment on appelle, le Liban, tous ces pays,
Il faut que dans chaque ambassade, il y ait une sorte de structure, une sorte d'armée. Pas une armée, mais un mouvement où il y a un chauffeur, il y a des gardes de corps, il y a des personnes qui ont le droit d'avoir des armes. Et puis, que ça soit en collaboration avec la police de ce pays, la gendarmerie de ce pays. Et il faut qu'il y ait des personnes dans l'ambassade qui sont là pour rechercher les nouvelles. Donc, quand ils entendent que dans tel endroit, on a un Ivoirien ou un Malien ou un Sénégalais qui est esclave, dans tel endroit, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ce groupe-là, ils font des enquêtes pour savoir si c'est prouvé et ils prennent les autorités de ce pays, la police, quelques éléments de la police de ce pays pour se rajouter à eux, pour aller prendre cette personne et puis que ça soit filmé. Que ça soit filmé et que dans tous ces pays où on traite nos frères, les gens commencent à se rendre compte que nos ambassades se lèvent. Les ambassades ne peuvent pas rester les bras croisés parce que bon, c'est bien beau donner un récépissé à quelqu'un, un laisser-passer à quelqu'un qui se trouve en prison, c'est mettre de l'eau, c'est mettre une goutte d'eau dans la mer. On a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent, qui sont violés dans ces endroits. Et donc, ce sont nos ambassades dans ces pays qui peuvent prendre des décisions. C'est vrai, ils sont allés à l'aventure, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils se sont dit, je vais aller là-bas pour m'en sortir, revenir aider ma famille, revenir aider mon père, revenir aider ma mère. C'est parce qu'ils sont courageux, ils veulent s'en sortir, qu'ils sont là à l'aventure. Ils ne sont pas là à l'aventure parce qu'ils voulaient être paresseux ou quoi. Non, là où ils étaient dans le pays, ils ne trouvaient pas... Il y avait quelque chose qu'ils voulaient faire, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Ils se disent, bon, je vais me chercher ailleurs pour voir si ça marche. Je vais revenir aider la famille. Ce n'est pas un péché qu'ils ont commis. Ils sont ignorants. Si on les avait bien enseignés, on les avait bien préparés, si on les avait bien expliqué les choses dès le départ, ils n'auraient pas fait. Donc, il y a beaucoup de mesures à prendre. Les gouvernements africains doivent pourchasser les passeurs, doivent mettre des agents secrets pour rechercher les passeurs, les attraper, les mettre en prison pour arrêter ce fléau. De deux, les ambassades qui sont dans ces pays-là doivent créer une sorte d'armée, une sorte de groupe. Il y a des jeunes Ivoiriens qui sont dans ces pays, qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas. Ce sont des Ivoiriens. Prenez-les au niveau de l'ambassade. Prenez-les au niveau de l'ambassade. Donnez-les la possibilité, habillez-les, créez une structure légale pour eux. Et qu'ils aient la force, le courage de travailler avec la police et la gendarmerie de ce pays pour aller rechercher leurs frères qui sont esclaves et qui souffrent dans ces genres d'endroits. Si vous commencez à faire ça, je pense que la plupart de ces pays vont respecter nos frères et sœurs. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je ne viens pas accuser qui que ce soit, mais je viens vous donner des idées parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je reçois beaucoup de sujets de prière. Beaucoup de sujets de prière. Il y a des pays même où on a des frères, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, c'est pour mourir. C'est pour mourir. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se soutienne. Et les idées qu'on vous donne comme ça, c'est pas parce qu'on vient vous agresser, c'est pas parce qu'on vient vous attaquer. C'est avec ces gens d'idées que vous allez aussi vous développer et que vous allez avancer. Acceptez que souvent, on fasse des remarques. Acceptez que souvent, on fasse des reproches. Acceptez que souvent, on vous donne aussi des idées. Parce que vous ne pouvez pas tout connaître dans la vie. Même un plus petit que soit, peut venir t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu croyais mieux connaître. Donc, gloire à Dieu, ce frère n'est pas mort, il est rentré. Il a fallu qu'il aille souffrir pour comprendre qu'il peut se débrouiller dans son pays. Et aujourd'hui, il est en train de dire, il n'y a pas un pays plus beau que la Côte d'Ivoire, que son pays. Il est en train de faire location d'assiette pendant qu'il travaille, alors que les 2 millions qu'il a gaspillés avant de partir pouvaient l'aider à réaliser quelque chose comme ça. Mais il fallait qu'il aille souffrir. Dieu merci, il est vivant. Donc voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des vidéos, vous avez des histoires des personnes en souffrance, vous avez des histoires des gens en difficulté, vous avez des histoires qui peuvent ouvrir nos yeux, n'hésitez pas de me les envoyer sur mon Messenger ou sur mon WhatsApp. Et quand j'ai le temps dans mon agenda, de temps en temps, j'en parlerai pour qu'on puisse avancer dans ce domaine. Je prie que Dieu vous bénisse vous tous. Aujourd'hui, c'est le samedi, c'est un jour de sabbat. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, que tout ce que vous recherchez dans votre vie,
le Seigneur vous donne. Nous prions particulièrement pour nos frères du Burkina. Nous prions pour nos frères du Burkina, que la grâce de Dieu soit sur les vies, parce que depuis hier, je suis en souffrance pour les Burkinabés. Mon cœur a mal pour les Burkinabés. Je ne sais pas combien de coups d'État ils ont vécu depuis le cas de... même si on veut aller jusqu'à l'histoire de Thomas Sankara, Blaise Compaoré après, jusqu'à aujourd'hui, le peuple burkinabé n'est pas stable. Et avec les gadistes qui sont encore autour d'eux, je vois la souffrance de ce peuple. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de Burkinabés aujourd'hui qui ont du mal à s'en sortir. Parce qu'un pays ne peut pas être stable avec des coups d'État, avec des troubles militaires, avec à chaque fois des recommencements, changement de gouvernement, changement de structure. Ce n'est pas facile. Je demande au monde entier, à chaque Africain, à chaque personne qui prie, de prier pour nos frères du Burkina. Prions pour la population du Burkina pour que cette fois-ci, ça soit la bonne et que cette fois-ci, ça soit la dernière et que ce peuple-là puisse aussi s'asseoir, ce peuple-là puisse se respirer et que Dieu vraiment leur donne une solution très bonne et très forte. Prions vraiment pour nos frères burkinabés, en priant aussi pour nos frères du Mali, parce qu'il y a quand même une pression sur le Mali. Et nous savons que le Mali aujourd'hui est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Nous encourageons le comportement du Mali parce que c'est la fierté de toute l'Afrique, ce qui se passe aujourd'hui. Mais prions beaucoup pour nos frères du Mali et prions pour toute l'Afrique. Prions pour toute l'Afrique, prions pour vraiment que Dieu vienne à notre secours et que toutes ces choses-là cessent afin qu'un jour nous puissions nous asseoir pour nous réjouir du bonheur de notre continent. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Continuez à me partager cette vidéo. Envoyez-la chez vos frères et sœurs pour aider d'autres personnes, pour sensibiliser des gens, pour ne pas qu'ils aillent mourir bêtement, qu'ils aillent être esclaves bêtement dans certains endroits. Ce n'est pas forcé d'aller à l'aventure. Ce n'est pas forcé. C'est parce que deux fois, on se dit... que je connais une jeune fille dans un pays, pour terminer, elle est dans un pays, je ne vais pas dire le nom du pays. Elle a fait une formation de cuisinière. C'est une grande cuisinière. Après, elle a eu la possibilité, quelqu'un l'a aidé à ouvrir un restaurant parce que c'était son rêve. Mais dans son restaurant, elle est assise chaque matin. Deux fois, c'est 2 clients, 3 clients, 4 clients. Elle paye que des factures. Elle est obligée de demander toujours de l'aide pour payer les factures d'électricité. Deux fois, le gaz finit. Elle est assise. Elle voit 2 clients. Le jour où ça a trop marché, c'est 6 clients. Elle ne peut même pas faire une recette alors qu'il y a énormément d'argent qui a été dépensé. Et elle est assise et 2 fois, elle se dit vraiment, elle en a marre du pays. Je vous dis les réalités. Elle en a marre du pays. Elle se dit vraiment, si je pouvais aller me chercher ailleurs. Voici comment quelqu'un se décide un jour pour dire, je vais aller à l'aventure. Voici. Quelqu'un qui a fait une formation de cuisinier, qui a eu un diplôme. Quelqu'un qu'on a aidé. Il y a quelqu'un, ce n'est pas le gouvernement, quelqu'un de bonne volonté l'a aidé à ouvrir un restaurant. Elle est assise. Le prix des choses augmente. Chaque jour, elle dit que chaque jour qu'elle va au marché, le prix n'est plus pareil, ça augmente. En même temps, les clients ne viennent pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'est fermé. Elle doit payer des factures, elle doit payer le loyer de la salle où elle est, elle doit payer l'électricité, elle doit payer le gaz. Et deux fois, elle s'assoit, quand elle va s'asseoir, elle est comme ça, dans son restaurant. Elle ne fait que penser. Elle réfléchit à tous les moyens. Une fille qui ne veut pas se prostituer. Une fille qui ne veut pas livrer son corps à tout le monde. Une fille qui a eu le courage de faire une formation pour un métier qu'elle aime. Une fille qui normalement a ouvert un restaurant, qui devrait être en train de profiter des efforts qu'elle a fait. Elle est assise 2 fois et elle se dit, oh,
si un jour je pouvais aller ailleurs, peut-être que ailleurs. Imaginez que quelqu'un vient la tromper. Imaginez que quelqu'un vient endormir son cerveau pour lui dire non. Tu sais, si tu vas au Liban, si tu vas au Koweït, si tu vas dans tel endroit, elle va encore chercher à souffrir pour avoir de l'argent, pour payer quelqu'un, pour dire, oui, trouve-moi le visa, je vais aller dans cet endroit. Or, c'est pour aller être esclave dans cet endroit. Vous voyez, la vie n'est pas facile pour tout le monde. C'est pourquoi certaines personnes se lèvent pour dire, je vais aller ailleurs. D'autres même vont mourir dans la mer. Et le problème, c'est que quand ils vont, comme on a pris tous leurs papiers, ils se rendent compte que ce n'est pas bon. Ils veulent retourner, ils sont bloqués. Ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas faire demi-tour, sauf Dieu qui peut venir à leur secours. Sauf Dieu. Donc je demande vraiment à nos dirigeants dans nos pays de penser à la jeunesse, de penser aux personnes qui ont des projets, de penser vraiment à des solutions pour aider la jeunesse, pour aider les gens à s'en sortir. Parce que laisser les enfants de votre peuple aller mourir bêtement ailleurs, c'est vraiment une honte même pour le pays. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Bon week-end. Au revoir.